Gilles, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs en termes d'années? Non, pas vraiment en termes d'années. C'est trop relatif au moment, à la voiture, un peu à la chance, malgré que tu fais beaucoup ta chance, mais c'est trop relatif. Donc moi, je pense que... Personnellement, je pense que je vais être bon jusqu'à l'âge de 40 ans. Mon épouse espère bien que je vais être moins bon dans l'âge de 32-33 ans, de la façon que je me retire. Alors, en regardant ça comme ça, j'ai 15 ans avant de moi. Fait que 15 ans, un championnat de tous les 4 ans, je devrais être correct. Ce titre tant désiré, Gilles Villeneuve ne l'aura jamais. Le 8 mai 1982, aux essais du Grand Prix de Belgique à Zolder, un accident d'une violence inouïe met fin à sa carrière. En accrochant la March de Jochen Mass, sa Ferrari part en tonneaux. Quelques heures plus tard, l'un des plus grands et les plus purs pilotes du sport automobile s'est éteint. À Berthierville, ses concitoyens et ses admirateurs viennent lui rendre hommage. Ce ne sont pas que ses qualités de pilote qu'on fait ressortir dans les nombreux témoignages recueillis un peu partout. On parle surtout de son intégrité, de son humour, de son sens de la justice, de sa simplicité. Le devoir accompli a marqué sa carrière. Pour lui, c'était la victoire ou la déception. Sa détermination et sa très grande habileté l'ont vite intégré à la grande famille de la Formule 1. Au soir de cet adieu à un ami au talent à jamais inexploité, les pilotes de Grand Prix se rappellent ce visage, inondé par la lumière d'un regard à la fois candide et malicieux. C'est grâce à une technologie avancée que nous avons pu concevoir un essuie-tout d'une douceur toute nouvelle qui se révèle au toucher. Et ce même essuie-tout est en fait l'essuie-tout le plus absorbant au pays. C'est le nouveau Scott Towel Plus. Découvrez la douceur toute nouvelle de l'essuie-tout le plus absorbant au pays. Le nouveau Scott Towel Plus. Ceci est un appel à la population. L'ennemi public, le professeur Sancroc, essaie d'empêcher votre famille de bien déjeuner. Il veut enlever tous les Rice Krispies de Kellogg. On ne le laisseront pas faire. Quand on pense que chaque grain de riz croustillant a été enrichi de 3 vitamines et de fer. Écoutez les cris crac-croc des Rice Krispies de Kellogg nous dire comme ils sont bons. Quel bon début de petit déjeuner. Professeur Sancroc, je vous ai un œil. Une ère nouvelle. Une voiture nouvelle. La nouvelle Tempo.
traction avant, suspension à 4 roues indépendantes, nouveau moteur prêt à répondre à la moindre sollicitation. La Ford Tempo, une nouvelle 5 places aux lignes sportives, à compter de 7 549 $. Quand ils ont trop soif, ils ne s'amusent plus. Je vais leur donner leur boisson préférée. Un grand verre de Kool-Aid, il n'y a rien de mieux pour les réjouir. C'est toujours des rires assurés. 9 saveurs différentes qui goûtent drôlement bon les fruits. Ils en raffolent tous. Kool-Aid! Kool-Aid! Quand Kool-Aid est de la partie, les enfants ont encore plus de plaisir. Et c'est tellement économique, je peux leur en servir à volonté. La préparation pour boisson Kool-Aid. C'est drôlement bon. Gilles Villeneuve a dû se surpasser pour atteindre le but qu'il s'était fixé. Né dans un pays où le sport automobile était peu suivi, surtout au niveau des Grands Prix de Formule 1, il s'est d'abord distingué en course de motoneige. Champion du Québec, du Canada, d'Amérique du Nord, autant de titres échelonnés tout au long de sa carrière en motoneige de 1969 à 1973. Déjà, il surpassait tous ses adversaires de plusieurs coudées. La motoneige a été un tremplin vers la course automobile. Après une année en Formule Ford, où il avait été champion du Québec, il passe à la Formule Atlantique. Ses débuts sont modestes et même difficiles. Mais sa force de caractère et ses dons innés de pilote ont vite fait de le hisser au sommet de la Formule Atlantique. 5e à sa première saison en 1975, il sera le champion canadien et nord-américain l'année suivante. Une année de rêve que celle de 1976. 9 positions de commande aux grilles de départ. 9 victoires et une deuxième place en 10 courses. En 1977, il parle du circuit européen de Formule 2. Mais l'accord n'a pas pu se faire. Il revient à la Formule Atlantique et il conserve le titre canadien. L'une de ses plus belles et significatives victoires en Formule Atlantique a été acquise au Grand Prix de Trois-Rivières en 1976. Deuxième à la grille de départ, il a comme adversaire, entre autres, James Hunt, Vittorio Brambilla, Alan Jones, Patrick Tambay. Mais cette brochette de pilotes chevronnés ne le gêne pas, loin de là. Il domine la course qu'il a menée à sa façon. Parmi ceux qu'il a vaincus, un pilote a remarqué son extrême habileté, le Britannique James Hunt, qui le recommande au grand patron de l'équipe McLaren. Après un seul Grand Prix chez McLaren, celui de Silverstone en 1977, où il termine 11e, il s'associe à Ferrari, l'écurie la plus prestigieuse de la Formule 1. Le début de l'aventure Ferrari a connu des instants inquiétants, frôlant parfois le désastre. La presse italienne, intraitable en ce qui touche les Ferrari et ceux qui les conduisent, n'a pas toujours été tendre à son égard. Mais il a la confiance d'Enzo Ferrari, impressionné par son tempérament de bagarreur et son ardeur au travail. Septembre 1978, Gilles Villeneuve partage avec Ronnie Peterson la première ligne de la grille de départ du Grand Prix d'Italie à Monza. Un mois plus tôt, au Grand Prix d'Autriche, les deux pilotes étaient montés avec Patrick Depailler sur le podium des champions. À quelques centaines de mètres du départ, c'est le drame. Un carambolage monstre se produit et Ronnie Peterson y trouve la mort. Pour la première fois de sa carrière, Gilles Villeneuve perd un ami en Formule 1. Vous aviez un ami qui est mort récemment sur les circuits de course. Est-ce que cet événement vous a affecté? Oui, oui, dans le sens que pour les quelques jours qui ont suivi, tu y penses, parce que ça aurait pu être, ça aurait pu être moi, ça aurait pu... Et puis surtout, ce qui m'a affecté, c'est que je considère cet accident-là comme stupide, parce que je pense que c'est une chose qui aurait pu être facilement évitée, sans vouloir polémiser ou entrer trop m'impliquer là-dedans. Là. Je pense qu'il y a dans beaucoup de domaines, c'est fautif, et ça aurait pu être facilement évité. Mais il n'y a qu'après un accident comme ça qui se produit
Parfois, il peut être une année sans qu'il n'y ait personne, mais habituellement, il y a un pilote par année qui laisse sa vie. Et puis, il semble que ce soit juste après ça qu'on prend vraiment conscience que, ah oui, il y a un problème là, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Et ça dure 1 mois, 2 mois, après ça, bien, ça retombe dans le même vice. Dimanche, 8 octobre 1978. « 22 bolides s'élancent vers la victoire au Grand Prix du Canada, dans un nouveau décor un peu insolite, celui de l'île Notre-Dame. Gilles Villeneuve en est à sa 19e course de Grand Prix et toujours en quête d'une première victoire. Avant le début de cette saison, il s'était juré de gagner un Grand Prix en 1978. Mais Jean-Pierre Jarier, au volant d'une Lotus Ford, semblait vouloir lui imposer ses volontés. Au 37e tour, Jarier est premier, Villeneuve deuxième. 32 secondes séparent ces deux pilotes. C'est alors que l'écart entre la Lotus et la Ferrari ne cesse de diminuer. Au 49e tour, un ennui mécanique à la Lotus et Jarier doit abandonner. Gilles Villeneuve est en tête. Au volant de sa Ferrari numéro 12, il mène le bal. La victoire est finalement à sa portée. Encore 20 tours de piste et elle sera acquise. Mais les 77 000 spectateurs, sachant fort bien que tout peut arriver en Formule 1, surveillent tous les passages de leur idole. Ce qu'il sera long pour eux, ce dernier tour de piste. Villeneuve refuse de cesser les passés. Il a trop souhaité cette victoire pour qu'elle lui échappe. Au fil d'arrivée, il devancera par plus de 13 secondes Jody Scheckter. C'est plus qu'une victoire, c'est un véritable triomphe pour le pilote québécois devant ses compatriotes. Et quel accueil délirant au puits de Ferrari. Montréal 1978, c'est la confirmation de Gilles Villeneuve. Il ne lui aura fallu qu'1 an pour acquérir le métier, cette qualité indispensable à tout grand athlète. En 1979, à la suite d'une année exceptionnelle, il est proclamé le pilote de la saison, le plus rapide. Lors d'une cérémonie spéciale à Paris, on fait son éloge. Gilles Villeneuve. Gilles Villeneuve a été pilote de l'année, a été élu pilote de l'année. Gilles Villeneuve est vice-champion du monde, il est 3 fois premier et 4 fois deuxième cette saison en Grand Prix. Il a été également 5 fois recordman du Tour en course et a pris 3 fois le départ en première ligne. Et si l'on veut bien se souvenir qu'il a disputé son premier Grand Prix de Formule 1 en 1977, il nous a semblé difficile de trouver palmarès plus révélateur d'une fougue et d'un talent aussi unanimement reconnus. Hélas, ou tant mieux, chacun s'arrache la propriété de votre notoriété, mon cher Gilles, puisque la presse des États-Unis vous a déjà élu meilleur sportif du continent américain. Comme toujours, malgré sa joie immense, Gilles Villeneuve fait preuve de modération dans ses propos à son retour à Montréal. Quelle a été votre réaction lorsqu'on vous a dit que vous avez été choisi le meilleur pilote en Formule 1 au monde? Bien, ça, c'est une enquête qui a été faite par un magazine italien et puis qui a été faite à l'intérieur du monde de la Formule 1, en fait, des gérants d'équipe, des commanditaires, des mécaniciens ou d'autres pilotes. Et puis la question était qui est le pilote le plus rapide. Donc, ça n'aurait peut-être pas été la même réponse pour le meilleur pilote. Il y a peut-être une nuance là. Et puis, en fait, ça m'a fait bien plaisir, d'autant plus que l'an passé, j'ai eu très peu de résultats. La voiture T5, la Ferrari T5 marchait très mal. Et même cette année, parce que l'enquête a été faite avant Monaco, cette année, on avait eu très peu de résultats. Là, vu qu'ils m'ont voté, je sais pas, à 80% ou quelque chose comme ça, ça fait chaud au cœur de voir que même avec le peu de résultats, que les efforts maximum que j'ai faits en prenant tous ces risques l'an passé, cette année, eh bien, que les gens s'en rendent compte et puis qu'ils me considèrent quand même comme sinon, ils ont dit le plus rapide, mais disons un des plus rapides. En 1979, Gilles Villeneuve obtiendra 3 victoires, dont une deuxième à Long Beach, cette Monaco à l'américaine, comme se plaisent à l'appeler les journalistes européens. 1 mois plus tôt, il avait fini en tête du Grand Prix d'Afrique du Sud devant son coéquipier Scheckter. À Long Beach,
Ce sera le même scénario. Villeneuve premier, Scheckter deuxième. Sa victoire sera comme il a toujours désiré. Il a mené le peloton de fil en fil, exploitant avec succès sa place de commande à la grille du départ. Après son succès, Villeneuve déclarait à Montréal en 1978, on a parlé de l'abandon de Jarier. À Kyalami, il y a un mois, de la pluie qui m'avait été favorable. Mais ici, on ne peut pas formuler les moindres restrictions. C'est une victoire convaincante qui démontre les incroyables progrès accomplis en un peu plus d'un an. En même temps, il se hisse au sommet du championnat mondial des conducteurs. Ce titre de champion, il le laissera à Jody Scheckter, son coéquipier et premier pilote de Ferrari. Aujourd'hui, Monza, 9 septembre 1979, c'est le 50e Grand Prix d'Italie. Du 13e au dernier tour, quelques secondes seulement séparent Villeneuve de Scheckter. Mais respectant la consigne établie, il n'essaie même pas de dépasser son coéquipier, faisant ressortir ses qualités de gentilhomme qu'on lui connaissait depuis son arrivée au circuit mondial. Ce fut l'explosion italienne lorsque Jody Scheckter, devenu champion du monde, et Gilles Villeneuve, son dauphin, sont montés sur le podium. Gilles était toujours sincère quand on lui demandait comment ça allait, est-ce que la voiture fonctionnait bien et tout. Il nous disait d'abord et avant tout la vérité. Le problème en Formule 1, c'est justement, on nous cache souvent la vérité. On oublie de nous dire vraiment ce qui se passe. Et puis, disons, on est obligé de travailler plus fort parce qu'il faut aller chercher la vérité. Tandis que Gilles, on lui posait une question et puis c'était une entrevue qui durait 5-10 minutes. Et c'était beaucoup plus parce qu'il nous rencontrait, il venait nous parler. Il avait établi, je pense, avec pas mal tous les journalistes qui suivaient régulièrement, des liens d'amitié. Tout le monde se sentait bien copain avec lui. Pour lui, on faisait partie de son équipement. Villeneuve possédait un magnétisme incroyable. D'habitude, c'est le champion que les journalistes revendiquent après une course. Mais souvent, sans être vainqueur, il était celui qu'on recherchait. My name is Alan Jones. I just won. And I'm sitting next to Jules Villeneuve. Jill got a little bit sideways coming out of the chicane, and I got a bit of À toutes ses visites, Gilles Villeneuve était le point de mire de nombreux journalistes. Il avait cette faculté de savoir analyser dans un très très bref délai les réactions qu'il fallait avoir pour maîtriser son engin, et ça, il savait mieux le faire que n'importe qui. Il est incontestable que c'est un homme qui avait des qualités personnelles qui étaient au-dessus des autres encore, dans le sens, par exemple, du pilotage. Il était incontestable que la limite était peut-être de 150, mettons, dans une courbe. Lui, il la prenait à 180, alors que c'était presque impossible pour les autres pilotes. Mais il avait aussi quelque chose de plus fantastique, c'est qu'il faisait en même temps un espèce de show-off, comme on a dit. On a dit que lorsque Gilles a disparu de la Formule 1, on avait perdu le plus grand showman de la Formule 1. Montréal 1981. Un Grand Prix au cours duquel il donnera des émotions fortes aux 46 000 spectateurs. Dès le premier tour de piste, l'aileron avant de la Ferrari est endommagé, ce qui n'empêchera pas Villeneuve par la suite de remonter de nombreux pilotes. Au 13e tour, il est deuxième, position qu'il cédera à John Watson au 38e tour. Après un accrochage avec des Angelis, l'aileron avant est tordu et menace de se détacher. Au 58e tour, la Ferrari perd son aileron. Malgré ce sérieux handicap, il refuse de rentrer au puits de service, continuant de manœuvrer fort habilement. Au classement final, il sera troisième, derrière Watson et le Français Jacques Lafitte au volant d'une Talbot Ligier. Mais la performance de Villeneuve a relégué au deuxième plan la victoire de Lafitte. Même les mécaniciens de Ferrari se demandent comment il a pu se maintenir en piste avec un bolide ainsi déstabilisé. Pour faire d'un hamburger une chose vraiment spéciale, le secret, c'est la sauce burger de Chut. Allez-y généreusement, mettez-en. La sauce burger de Kraft, c'est le secret. La sauce burger de Kraft, c'est la meilleure sauce qui puisse arriver à votre hamburger.
il reste encore des aliments qui ne sont pas des inventions nouvelles, qui existent depuis longtemps, comme le pain, comme le beurre. Si vous le voulez, vous pouvez les faire facilement, avec les mêmes ingrédients, de la même manière que nos ancêtres. On ne peut pas en dire autant de tout ce qu'on trouve sur le marché. Quand je te dis « passe-moi le beurre », passe-moi pas autre chose. Parce que du beurre, c'est du beurre. Danzy, la 2.2 te surprendra. Dodge Charger 2.2, les modes Turismo 2.2, conçu par ordinateur. De l'endurance, une boîte ponce 5 vitesses économique. Oui, Danzy, 0,80 en moins de 6 secondes. Protéger son frais à l'achat pour 5 ans ou 80 000 km. Dodge Charger 2.2, les modes Turismo 2.2, deux machines à performance. Aujourd'hui ça prend une Chrysler. C'est nouveau, c'est magique, c'est Magic Glace. Versez-en et ça prend un petit temps et on croque. Tout nouveau, l'enrobage à crème glacée Magic Glace. À saveur chocolat ou chocolat menthe. Versez-en et ça prend un petit temps et on croque. Magic Glace, c'est magique. Miaou. C'était, à mon avis, le plus rapide. Sur un tour, il était capable de faire le meilleur temps, d'aller beaucoup plus vite, je pense, que tous les autres pilotes. Il avait surtout une grosse qualité, surtout en course, pendant la course, c'est qu'il ne relâchait jamais les bras. Pour lui, avec la victoire qui comptait. Et même dernier, il attaquait toujours pareil. Dernier ou premier, il attaquait toujours de la même manière. C'était une grosse qualité. Sa mort soudaine leur empêchait de réaliser son rêve de rejoindre des Jackie Stewart, Jimmy Clark, Manuel Fangio, au sommet des grands champions. Mais ses luttes épiques, son intelligence en piste, ont prouvé qu'il était de leur calibre. Je crois que comme pilote, c'était un gars qui avait beaucoup de talent. Un acrobate. Je dirais que c'était un acrobate au début de sa carrière qui a effectué pas mal de sorties de route. Et après, c'était un acrobate qui restait sur la route. Et c'est pour ça, je crois qu'il donnait aux spectateurs des courses aussi que les gens se rappellent, en mémoire en tout cas, parce qu'il faisait des choses avec une Formule 1 qui était pratiquement invraisemblable. Comment ses collègues, les autres pilotes, considéraient Villeneuve lorsqu'il était en course? Je crois qu'il y a eu un peu aussi également de périodes. La première période de Gilles où justement, de par ses acrobaties qu'il faisait et ses sorties de route, où les gens avaient tendance à le prendre pour un gars qui arrivait pas, pour quelqu'un qui n'arrivait pas à se mesurer. Et puis après, si vous voulez, ça a beaucoup changé parce que Gilles pour moi, était un des meilleurs pilotes de Formule 1 à l'heure actuelle. Et il savait attaquer, et dans ses attaques qui parfois étaient un peu démesurées, mais il savait rester sur la piste. Tout au long de sa carrière, il a soulevé l'admiration des fervents de la course automobile et des autres pilotes. On se souviendra pendant longtemps de cette lutte avec René Arnoux au Grand Prix de France en 1979. Elle restera comme l'une des plus spectaculaires de l'histoire. Alors qu'il ne reste plus que 2 des 80 tours de piste à compléter, la victoire du Français Jean-Pierre Jabouille au volant de sa Renault semble déjà acquise. Plus de 13 secondes le séparent de Villeneuve et Arnoux, dont le chassé-croisé des derniers kilomètres restera mémorable. Au dernier tour de piste, Arnoux est passé en tête. Mais dans son sillage, la Ferrari de Villeneuve résiste à ses efforts. La lutte Villeneuve-Arnoux fait oublier aux spectateurs l'intelligente course de Jabouille. Le public se passionne pour ce duel en vue du 2e rang. Plein de combativité, Villeneuve frise l'accrochage avec la Renault. Il réussit l'impossible, il reprend la 2e place. À un certain moment, la roue avant-droite de la Ferrari touche la roue arrière gauche de la Renault. Les pilotes sont en pleine accélération. Qui l'emportera? Moins d'un demi-tour de piste. Et on vient de voir, Villeneuve parvient à se dérober. Cette fois, les positions sont acquises. Le premier au fil d'arrivée est Jean-Pierre Jabouille, qui a donné toute la mesure de son talent.
Gilles Villeneuve est deuxième, René Arnoux troisième. C'est un miracle, dira-t-on par la suite, que les deux voitures ne soient pas sorties de piste, démontrant la prodigieuse habileté de ces pilotes de Formule 1. Gilles avait, plus que tous les autres, cet esprit de la compétition qui le poussait à faire un petit peu plus que les autres. Gilles acceptait moins bien que les autres d'être deuxième. Gilles acceptait moins bien que les autres de ne pas avoir fait le maximum vis-à-vis de lui-même. Et je crois que c'est ce trait de caractère qui faisait la différence avec les autres pilotes. Comment se comportait-il en course par rapport aux autres pilotes? Gilles était un garçon très difficile à doubler parce qu'il était très adroit, mais il n'a jamais, c'était pas un genre de garçon à fermer la porte ou je veux dire, il faisait sa course et il a jamais été, pour moi c'est un garçon, je savais que je pouvais le doubler. Enfin, d'essayer qu'au dernier moment on arriverait toujours à s'en sortir parce qu'il était adroit et que finalement il n'était pas comme certains qui vous bloquent la route et qui vous empêchent de passer. En piste, même les pilotes les plus habiles doivent respecter les consignes, sinon le drame n'est qu'à quelques secondes. Bon, bien sûr, il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'accidents, d'accrochages, mais je pense que c'était certainement le pilote le plus motivé de tous, en dehors du circuit et dans sa voiture. Et bien sûr, à un certain moment, ça peut devenir un défaut, mais je crois qu'en étant chez Ferrari, il avait toujours la confiance de son équipe et il attaquait vraiment toujours au maximum. Nul pilote ne respectait pas Gilles, parce que quand on a du talent comme Gilles en avait, on ne peut que le respecter. Et Gilles était quelqu'un, et on le savait, et tout le monde le savait, qui se battait jusqu'à la dernière limite, mais toujours dans les limites de la sécurité, vis-à-vis des autres. Jamais il n'a fait des... En tout cas, j'en ai jamais entendu parler, moi j'ai jamais vu faire, jamais Gilles n'a fait des manœuvres qui aient pu être dangereuses pour un autre pilote ou pour lui-même. Est-ce que la mort de Patterson vous a fait penser un peu au risque que vous couriez, vous? Est-ce que vous pensez à la mort? Non, je pense absolument pas à ça. Je suis conscient du risque, je suis conscient que c'est dangereux. Seulement plus dangereux que de jouer au golf ou que d'être au tennis. Mais je pense pas au danger que je cours. Quand je suis dans la voiture, je me sens en parfait contrôle de la voiture. Et si parfois il y a un accident, eh bien, je sais que je peux me faire mal, mais pas plus que ça. Gilles Villeneuve ne sera jamais champion du monde. Mais c'est sans importance. Il est entré dans la légende, comme tant d'autres pilotes, par amour pour cette vitesse, certes, mais surtout par soif de perfection et de dépassement. Nous les comiques débutent mardi prochain à 20h, 21h dans les Maritimes avec Dean Martin et Jerry Lewis dans Un vrai cinglé du cinéma. Ici, Radio-Canada.